sont toujours comportés comme les maîtres des lieux, et lorsque le soumis a redressé le moindrement l'échine pour dire « je m'excuse, mais j'ai des droits moi aussi dans mon pays », ces gens-là ont préféré quitter plutôt que de nous respecter. Hein? Ensuite, celle-là est bonne, vous allez l'aimer. 1989, Toronto Sun. Les Suns, ça c'est vraiment... il faut lire les Suns. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire les Suns. Peter Stocklin, chroniqueur, il parlait de notre culture. Hein? Ça c'était l'époque, 89, Meach, tout ça c'était distinct, on prétendait être différent, puis on voulait que les Canadiens anglais nous fassent quelques petites concessions en disant au moins vous êtes différents de nous. Les 5 conditions de Meach, j'avais d'autres choses, mais c'était beaucoup ça qui achoppait. Entendre parler, c'est pas moi qui dis ça, c'est Stocklin. Entendre parler de culture québécoise donnerait envie à Hermann Göring de sortir son revolver. Une culture au Québec, Hermann Göring, on sait c'est qui, c'est le gros boss de la Luftwaffe, l'Allemagne nazie. Une culture au Québec, please, je sens que je vais avoir une attaque au Magnum 44. Une culture copie au carbone distincte seulement à cause de 3 choses. Catholicité, éducation classique et adhésion à de vieux concepts dépassés. Stocklin trouvait qu'il n'avait pas assez mis, fait qu'il en a ajouté un peu. Il dit la culture québécoise, tout ce que c'est finalement, ça se résume à Mitsu, une pâle copie, une insipide copie de Madonna. Il n'a pas entendu parler, lui, des Vigneault, des Michel Tremblay, etc. Non, c'était Mitsu. Yolanda East. Celle-là, je l'aime beaucoup. 1990 aussi, bon, la période Nietzsche, c'était très fertile en Québec bashing. Yolanda East, c'était une fonctionnaire, puis c'était aussi une écrivaine. Ça, tous ces textes-là, c'était publié dans les journaux. Fait que là, elle avait envoyé sa lettre dans un journal du Canada anglais, que je n'ai pas noté, mais en tout cas, dans le livre, la référence est là. Je pense que ça, c'était vraiment un morceau d'anthologie. Superficiel, ils ne s'intéressent qu'à ce qui paraît. Pour eux, c'est nous, à part de nous, là. Pour eux, la réflexion, le courage, la générosité, la loyauté et autres qualités ne comptent pas en règle générale. La majorité des Canadiens français ruraux traditionnels ont la mentalité de peuple du tiers-monde. C'est méchant pour nous, mais pour le tiers-monde aussi, quand même. Elle ne doit pas donner beaucoup à Stamp Québec. Ils sont obnubilés par leur obsession sexuelle alors qu'ils semblent n'avoir aucune soif de connaissance. La plupart d'entre eux sont complètement incapables de réflexion. Ils ne font que répéter slogans ou idées à la mode. Leur ignorance est révoltante. Québec est un État policier. Il n'y existe ni liberté de presse, ni liberté de parole. Il n'y a pas de liberté de presse pour les indépendantistes. Ça, je serais pas mal d'accord. Là, j'étais rendu. Les journaux anglais, les stations de radio et de télévision anglaises y appartiennent à des franco-canadiens. Je ne sais pas où j'ai vu ça. L'Office de la langue française, cette organisation ridicule, pompeuse et fanatique, qui contrôle l'usage du français. Elle contrôle tellement qu'elle cache les études. Il faut converser, lire, écrire et même penser en français. William Johnson, ça en est un expert. D'ailleurs, dans ce que j'ai fait aussi, c'est que c'est découpé chronologiquement, et puis à chacune des périodes, j'ai retenu la candidature d'un Québec basheur que je trouvais particulièrement efficace et compétent. Fait que là, il y en a un, il y a un portrait de Johnson, de Diane Francis, puis de Howard Galganov. C'était vraiment là, on a beaucoup de compliments de la part de ces gens-là. Johnson dans deux gazettes. Selon mon point de vue, et celui-ci s'appuie sur l'expérience d'une vie, le nationalisme québécois est essentiellement réactionnaire, destructeur, répressif, intolérant et est une grave menace à nos libertés individuelles, ainsi qu'à la Fédération canadienne. Fédération canadienne, je serais d'accord. Ah ben là, il y a 95 ans, c'est là je rentrais pas dans tout ce qui s'est dit et écrit à propos de la fameuse déclaration de M. Parizeau. Ça nous a valu... on était devenus les Serbes d'Amérique. D'ailleurs, je ne me rappelle plus quel chroniqueur que c'est, mais elle avait invité M. Parizeau à se rendre en Serbie parce que là, il cherchait ces gens-là à engager quelques bons racistes dans l'armée serbe. Puis Parizeau était le candidat parfait.
Richard Pond, hein, on entend encore parler, lui, avec toute la question du dopage et tout ça, c'est encore quelqu'un qui est bien en vue hein, au Québec et puis même sur la scène internationale. En 96, lui, après justement la déferlante de haine qui nous a frappé à cause de l'échec référendaire, parce qu'ils nous aiment juste quand on est sur le bord de partir, mais une fois que là c'est réglé, ben là ils peuvent se venger. Hein? Là, ils se sont vengés allègrement. Et là, Pond disait, au cours des 30 dernières années, nous avons été témoins de la politisation du processus au Québec et de l'essor d'une insécurité créée politiquement qui est presque devenue un phénomène culturel. Cette insécurité est devenue de nature linguistique et elle a récemment été limitée à l'appartenance à la grande famille des Québécois de souche avec des connotations racistes marquées. Des idéologues politiques ont encouragé ces tendances racistes au cours des dernières années, au point où le chef du gouvernement québécois, Jacques Parizeau, et le dirigeant qui l'avait désigné à l'occasion de la campagne référendaire, Lucien Bouchard, les ont exprimés publiquement. Et elles risquent fort de s'ancrer. Tantôt, je parlais de l'importance pour ces gens-là de toujours discréditer nos représentants, hein, cette fois-ci en les personnes de M. Parizeau et M. Bouchard, et puis toujours hein, pour démoraliser, puis essayer de faire comprendre au peuple que ces idées-là ne sont pas tellement des choses qu'on devrait défendre. Barbara Amiel, ça vous dit-tu quelque chose? Ça, c'est la femme du monsieur qui était en prison aux États-Unis, hein? Monsieur qui avait beaucoup de journaux, puis c'était 1 pièce pour les actionnaires, puis à peu près 10 pour moi. Hein? On parle de Conrad Black. Et Barbara Amiel, elle l'écrivait dans le Maclean's. Puis en 97, là, s'il y a des membres du Parti québécois ici, là, elle parlait de vous. Là. Je suis membre du PQ et du Bloc en passant, avant que là, on va revenir au début, il faut que je passe quelqu'un qui est anti-péquiste. Bon, si les membres du PQ s'indignent quand je décris leur parti comme néo-fascistes, laissez-les faire. Tout parti qui supporte une loi pouvant condamner un citoyen à payer 5 000 $ d'amende pour avoir sorti un tableau avec l'inscription « Today's Special », désolé de mon accent anglais de la Gaspésie, de la Côte-Nord, c'est un genre de mélange de tout ça, spécialité du jour, porte en lui un sale penchant totalitaire. Bien sûr, cette loi a été approuvée par les libéraux du Québec et ça c'est vraiment c'est la ligne qu'il faut retenir, et constitue l'illustration d'un autre fait, à savoir que la culture francophone en elle-même n'est pas aussi intrinsèquement démocratique que les cultures basées sur les traditions britanniques. Si les séparatistes obtiennent un jour leur État, ce sera un pays désagréable, bureaucratique, étatiste et intolérant. Hein? Quand on connaît un peu l'histoire de l'Empire britannique, c'est sûr que les Français n'ont pas toujours été gentils, le Vietnam, l'Algérie, etc. Les Britanniques, disons qu'ils n'ont pas été avec le dos de la cuillère, puis disons que la démocratie, ils l'ont organisée bien souvent comme pour que ça serve leur jeu. Un truc aussi bien intéressant, un dénommé Daniel Sanger, lui, il avait écrit ça dans une revue qui s'appelait Saturday Night. Il parlait de la ville de Québec. Jadis, naguère, à Québec, il y avait un quartier chinois. Hein? Il était installé à peu près aujourd'hui où est le viaduc de l'autoroute du Vallon, pour ceux qui connaissent Québec, était en dessous de ça. Maintenant, il n'y en avait plus. Fait que là, lui, dans un article qui s'intitulait Whiter than Colder, toujours mon accent anglais, il disait que s'il n'y avait plus de Chinois à Québec, c'est parce qu'il y avait eu un génocide. On les avait fait disparaître. Celle-là était quand même assez costaud. Hein? Un génocide à Québec. Il est arrivé la même chose en plus, il glissait ça, c'était la même chose qui était arrivé aux anglophones, parce que hein, vous savez qu'à une certaine époque, entre autres, au temps des rébellions, hein, la ville de Québec, c'est à peu près 50-50. Fait que les Anglais s'y étaient partis, eux autres aussi avaient été victimes de politiques génocidaires. David Levin, hein, vous vous rappelez, quand il a été nommé directeur d'un hôpital à Ottawa, les orangistes hein, ne se pouvaient plus de graffiner, puis de dénoncer, puis de crier, de vociférer. Mais c'est toujours nous les racistes, hein, c'est pas eux. Ça en est un autre bon exemple. Puis dernièrement, hein, on pourrait parler de Don Cherry. Entre autres, hein, le prochain numéro du Journal Le Québécois, il y a un portrait assez décapant sur la nouvelle direction de Radio-Canada. Hubert T. Lacroix, je ne vous présente pas tout ça, mais Hubert T. Lacroix, qui est le nouveau boss, il s'est fait poser une question à un moment donné par un journaliste qui lui demandait « Mais Monsieur Lacroix, il est rentré en janvier, comptez-vous régler le problème Don Cherry? »
Et lui, il a dit, non, 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 moi, j'écoute beaucoup le hockey, puis je le trouve qui revient le plus souvent. Sauf